Bonjour à tous, il est 7 heures et bienvenue dans Bonjour Omerta. Ce matin, je reçois Nicolas Dupont-Aignan pour parler ensemble du Salon de l'agriculture qui a démarré le week-end dernier, pour présenter les enjeux qu'il représente cette année pour les agriculteurs mais aussi pour le pays, tout en revenant sur ce qui s'est passé au cours de l'année 2025 pour les agriculteurs et ce qu'ils attendent pendant ce salon de la part du président de la République, Emmanuel Macron. Monsieur Dupont-Aignan, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à vous. Alors on se retrouve pour parler ensemble du Salon de l'agriculture de cette année qui a commencé samedi dernier, de ses enjeux, de ce qu'il représente notamment pour les agriculteurs, mais aussi pour Emmanuel Macron, qui d'ailleurs fait pas mal parler de lui ces derniers jours avec ses dernières déclarations. Alors justement, pour commencer cet entretien, quelle a été votre réaction face au discours du président à New Delhi, à Mumbai, où il a mis en avant l'innovation, l'IA et la coopération stratégique avec l'Inde? Beaucoup d'agitation, beaucoup de provocation, notamment quand il a dit que la liberté d'expression c'était de la merde, ce qui est quand même osé. Vous l'avez eu en anglais, hein, bullshit, alors on peut traduire comme on veut. Free speech is bullshit. Donc, je vais vous dire, je suis triste. Je suis triste pour la France parce que c'est pas en faisant le malin comme ça, dans un mauvais anglais. D'ailleurs, je trouve que ça devient indécent, cette façon de parler anglais partout, comme si le français n'existait plus. Bon, bref, tout ça est pathétique, est vraiment pathétique. Et puis, sur le fond, que l'on ait des coopérations avec l'Inde, très bien, on va vendre nos Rafales, on va en produire une partie là-bas, pourquoi pas, si on fait attention quand même au transfert de technologie. Mais attention, vous savez que l'Inde pourvoit des services informatiques colossaux et que si nos services informatiques sont tous délocalisés en Inde, on n'aura rien gagné. Donc je me méfie beaucoup de cet enthousiasme passager d'Emmanuel Macron si ça ne va pas aboutir avec cet accord commercial avec l'Inde, entre l'Union européenne et l'Inde, à de nouvelles délocalisations et cette fois-ci de services. Et là, on a du souci à se faire. Donc je crois que tout ça participe d'une navigation à vue. Voilà, c'est ça qui est terrible. Et dans quelle mesure justement son positionnement international durant ce voyage, entre autres, renforce-t-il ou fragilise-t-il la souveraineté économique et stratégique de la France, selon vous? La souveraineté stratégique économique de la France, elle est menacée par l'incapacité à défendre nos fleurons français. Et il y a un discours permanent sur la souveraineté industrielle, et en même temps, on apprend que Exaion, la filiale d'EDF, va être vendue à un groupe américain, Mara de mémoire. Euh, et on se réjouit que M. Niel, le grand copain de M. Macron, prenne 10% d'une structure, mais 75% d'Exaion va passer aux Américains. Point. Enfin, c'est un gâchis incroyable après LMB. Donc, en fait, c'est ce double discours ou ce décalage entre la pratique et la parole qui est proprement insupportable et je pense que plus personne n'est dupe. Et puis, il y a la question majeure de la défense et de la force de dissuasion. Et là, les discours d'Emmanuel Macron, du chancelier allemand Merz et d'Ursula von der Leyen, notamment à la conférence de Munich, ont été extrêmement inquiétants. C'est-à-dire qu'il y a une négociation en ce moment pour partager la force de dissuasion, c'est-à-dire partager notre souveraineté, c'est-à-dire la perdre. Voilà, il faut appeler un chat un chat. On va perdre notre souveraineté. Le seul atout qu'on a, qu'est la dissuasion nationale, avec une souveraineté technologique totale, il est en train de la brader. C'est un crime de haute trahison. Et il le fait, voilà. Et donc arrêtons-le avant qu'il ne soit trop tard. Voilà pourquoi je regrette que les forces politiques à l'Assemblée nationale ne destituent pas cet homme que j'ai toujours estimé dangereux pour la France. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet du Salon de l'agriculture, est-ce que justement ces déclarations et accords à l'international vous semblent finalement cohérents tout simplement avec les priorités sociales et économiques que vous défendez pour la France aujourd'hui? Pas du tout, mais là on a un désaccord complet. Mm. Ce qui était terrible, c'est que il essaye, je pense, et c'est ça qui m'inquiète le plus,
de rendre les choses définitives avant son départ. Et le discours d'Ursula von der Leyen disant qu'elle voulait au plus vite passer de l'unanimité à la majorité dans les décisions du Conseil européen sur les questions de défense et de politique étrangère, et qu'elle pouvait le faire sans révision de traité, est extrêmement dangereux. Ça veut dire, concrètement, que von der Leyen, les Allemands et Macron veulent, avant son départ, transférer le pouvoir de la défense et des affaires étrangères au niveau de l'Union européenne. Parce qu'arrivera alors ce qui est arrivé avec le Mercosur. Quand on a supprimé le droit de veto dans les affaires agricoles, et bien après on a été mis en minorité. Donc c'est un saut fédéral, c'est un coup d'État fédéral. Et n'oubliez jamais ce qu'a dit Madame von der Leyen, qui a dit qu'il y aurait le fameux article de défense mutuelle, qui est contenu dans le traité de Lisbonne, qui nous lie à l'OTAN, et que Madame von der Leyen voulait faire rentrer l'Ukraine dans l'Union européenne en 2027. Nous ficelons ainsi traité de défense mutuelle, donc clause de solidarité militaire avec l'Ukraine, et passage à la majorité qualifiée. Ça veut dire qu'on pourrait être entraîné dans une guerre avec la Russie pour soutenir l'Ukraine contre notre gré. Mais c'est complètement fou ce qui est en train de se passer. Et tout ça dans l'indifférence des médias totale. Donc, vous le voyez, entrée dans l'Ukraine précipitée, passage à la majorité qualifiée, perte de nos outils de dissuasion nucléaire. Ça fait beaucoup quand même pour un seul homme. Et tout ça avant l'élection présidentielle d'avril 2027 pour surtout éviter que la France ne bloque. Donc on est vraiment dans une période extrêmement périlleuse pour notre souveraineté. Voilà, et je considère qu'on ne pourra pas s'en sortir économiquement si on n'a pas notre souveraineté. Voilà, c'est le point clé. Alors, samedi dernier a débuté le Salon de l'agriculture. Justement, comment est-ce que vous analysez l'accueil très froid réservé à Emmanuel Macron par une partie du monde agricole? Qu'est-ce que ça représente, cet accueil et ce ressenti? L'assassin est revenu sur les lieux du crime. Voilà, il assassine l'agriculture française et il s'étonne de ne pas être reçu avec amour. Là, je reviens à l'instant du Salon de l'agriculture. J'ai jamais vu un salon aussi triste, aussi déprimant, avec des éleveurs courageux, des agriculteurs courageux, mais il le voit bien. Ce que j'ai vécu ce matin est impressionnant. Ils vous racontent tous la même chose. D'un côté, toujours plus de normes, françaises et européennes. Il y a une nouvelle norme, par exemple, sur les bâtiments d'élevage porcins européennes, que la France ne pourra pas appliquer. Et elle a été acceptée par la France. Et puis de l'autre côté, l'ouverture à des produits qui ne respectent aucune norme. Sur la volaille et le Mercosur, le monsieur de la volaille, là, enfin le syndicaliste professionnel de la volaille, m'expliquait que 180 000 tonnes, c'est 400 millions de poulets, hein, quand même. Donc, en fait, c'est terrible. 400 millions de poulets qui vont arriver. 180 000 tonnes, on importe déjà du Brésil dans l'Union européenne 440 000 tonnes. Donc ça veut dire un tiers de plus. Et aujourd'hui, il faut quand même le savoir, la moitié de la consommation de poulet en France est étrangère, et principalement d'Amérique du Sud. Donc on est en train de saborder nos filières, de les tuer. Donc il ne faut pas s'étonner qu'ils soient pas reçus quand même avec les bras ouverts. Justement, effectivement, vous l'avez relevé, l'ambiance cette année du Salon de l'agriculture est très particulière. Le début du salon, justement, a été aussi marqué non seulement par des tensions politiques, mais aussi par une rixe qui a impliqué des exposants et des visiteurs et qui a provoqué 15 interpellations et des membres de forces de l'ordre légèrement blessés. Alors comment est-ce que vous expliquez un début de salon aussi chaotique? Est-ce que justement c'est représentatif d'un ras-le-bol général et de tensions nationales qui s'accentuent? Oui, le pays est à la dérive. Voilà, la réalité c'est ça. Le pays est à la dérive. Il est en train de s'effondrer sur lui-même parce qu'on ne traite pas depuis 20 ans, ça ne date pas de Macron, hein, on ne traite pas depuis 20 ans les causes des problèmes. On ne traite pas le problème de l'insécurité, on ne traite pas le problème du laxisme judiciaire, on ne traite pas le problème migratoire, on ne traite pas le problème de compétitivité économique, industrielle, agricole, et on continue la même politique qui a tué notre pays, c'est-à-dire cette soumission à des intérêts étrangers. Parce que derrière l'Union européenne, il y a des intérêts étrangers, notamment allemands. Parce que les Allemands sont beaucoup plus forts que nous, ils ont mis
mis la main sur la Commission de Bruxelles, et quand l'Europe les arrange, hop, c'est l'Europe. Quand elle ne les arrange pas, ils ont une dérogation. J'en ai la preuve récemment, c'est quand même impressionnant. La France a détruit son modèle énergétique sous la pression de l'Allemagne et de l'Union européenne. Et quand M. Merz décide de subventionner les industries lourdes allemandes par une baisse de l'électricité subventionnée, l'Union européenne dit rien. Donc ça veut dire que c'est une organisation où les Allemands ont tous les droits et les Français aucun. Mais c'est pas la faute des Allemands, c'est la faute des Français, des dirigeants français qui se couchent, mais totalement, qui sont à plat ventre. Et comment on lutte contre un pouvoir qui finalement n'a pas envie de défendre les intérêts de la nation? Et d'ailleurs, Macron l'a dit dans un discours récent à Munich, je crois, ou ailleurs, où il a dit il ne faut pas raisonner en termes nationaux. Il y a aussi le président de la BPI qui l'a dit, M. Dufour, Banque publique d'investissement, qui a dit il faut accepter de perdre parfois, c'est ça être un bon Européen. Mais il n'y a que les Français qui sont des bons Européens. Donc on part dans un système de folie. Et vraiment, donc aujourd'hui, je suis convaincu d'une chose, ce que je ne croyais pas avant, franchement, j'ai évolué, c'est qu'on ne peut plus rester dans cette structure. C'est-à-dire j'ai toujours pensé qu'on pouvait la changer de l'intérieur. Aujourd'hui, on ne peut plus. Tout est trop vérolé et une majorité de pays se servent de l'Union européenne pour abattre la France. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Donc, il faut sortir de l'Union européenne, il faut appeler d'autres pays à sortir avec nous, et il faut reconstruire une Europe des nations, parce qu'il ne s'agit pas, bien sûr, de dire il n'y aura rien. Une organisation de marché, des coopérations technologiques, mais chacun sa frontière, sa loi, son budget, sa monnaie à terme, c'est la seule solution. En prenant en compte justement tout ce que vous venez d'évoquer, est-ce que le salon de cette année a une dimension et des enjeux vraiment différents des autres années? Quels sont les enjeux principaux pour les agriculteurs, entre autres, mais aussi pour le pays de manière générale cette année? Il y en a deux. Moi, j'ai visité ce matin toute la matinée le salon. Toujours les mêmes choses. Un, il y a trop de normes étouffantes. Pour construire un poulailler en France, il faut 5 ans. Il faut 6 mois en Belgique ou en Allemagne. Donc, il y a un moment, on ne peut plus continuer comme ça. Donc, étouffement de normes, mais qui ont une raison idéologique, c'est que la haute administration et l'administration française a été gangrénée par des écologistes militants qui sont en train de détruire l'économie du pays par un excès de normes. Premier point. Et puis, de l'autre côté, excès d'ouverture, aucune protection douanière face à des pays voyous. Quand je dis des pays voyous, c'est pas méchant, mais c'est des pays qui n'appliquent aucune règle. 77 pesticides sur le maïs brésilien. 77, me disait une fédération professionnelle des céréales ce matin. 77. Il n'y a plus de maïs en Europe à force. Tout va être importé du Brésil. Bon, c'est écologique de faire traverser des cargos. En quoi c'est écologique? Donc en fait, on est dans un système à la fois français et européen où on veut laver plus blanc sur le territoire européen, et pourquoi pas? Moi, j'ai pas envie qu'on pollue les sols mais à ce moment-là, il faut bloquer les importations. Mais vouloir des normes toujours plus sévères sur les producteurs européens et français et laisser rentrer des produits auxquels ne s'appliquent pas ces normes, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre que ça ne peut mener qu'au désastre. Et j'ai vu les céréaliers qui m'expliquaient que là, il y a un pesticide qui va être interdit, pourquoi pas? Mais on autorise des importations de pays où il y en a des dizaines qui sont autorisées. Donc il y a un moment, il faut remettre de l'ordre dans tout ça, moins de normes, garder celles qui sont essentielles pour la santé, l'alimentation, et puis en revanche se protéger. Mais c'est tellement évident. Sauf qu'on ne le fait dans aucun secteur, parce qu'il y a le tabou de l'Union européenne. Et ce qui m'a fait un peu de peine quand même, quand je reviens du salon de l'agriculture, c'est que les agriculteurs, la plupart, sont encore aliénés, ou leurs organisations syndicales plutôt, aliénés par cette idée qu'on va arriver à convaincre nos partenaires. Mais ils n'ont pas compris que les 27 pays n'en ont rien à faire de l'agriculture française. Et ils n'ont pas compris une chose, c'est que ces pays-là, l'Allemagne, les Pays-Bas, les autres, préfèrent s'approvisionner au Brésil 30% moins cher.
et donc ne vont pas sauver l'agriculture française. Et il y a une espèce de naïveté incroyable des milieux syndicaux à croire toujours que leur politique agricole européenne fonctionne. Elle ne fonctionne plus. Voilà, c'est un marché mondial, donc il n'y a qu'une solution, c'est des aides directes, sans passer par Bruxelles, avec une politique nationale, et on en a les moyens, puisqu'on donne 30 milliards à Bruxelles, on en reçoit 15. Et puis l'autre solution, c'est d'avoir un protectionnisme ciblé, sanitaire, environnemental, sur les produits dangereux. Et pour ça, il faut sortir de l'Union européenne. Je ne vois pas d'autre solution si on veut encore avoir une souveraineté alimentaire dans 10 ou 20 ans. Hmm. Vous l'avez dit, vous êtes allé directement à la rencontre des agriculteurs sur le salon. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit de manière générale? Quelle est l'idée qui ressort le plus? Dans quel état d'esprit ils sont? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de comment ils se comportent sur ce salon? Bah d'abord, il n'y a plus beaucoup d'agriculteurs sur le salon, je peux vous le dire. On les a cherchés. Ça veut dire que c'est le rêve de nos gouvernants et du secteur agroalimentaire. Ils ont zappé les éleveurs, ils ont zappé les agriculteurs. Il n'y en a plus. Il y a des organisations syndicales et ceux qui vivent sur la bête. Mais la pauvre bête, ils sont plus là. Bon. Donc j'en ai vu quelques-uns, mais je les ai cherchés, je peux vous dire. Donc ça fait de la peine. Et puis le deuxième point, ils disent tous la même chose. Des normes et la concurrence déloyale. Voilà, on ferme boutique. J'ai vu un éleveur, par exemple, de moutons, intéressant, qui m'a dit que on consomme actuellement, on ne produit que 50% de notre consommation, c'est quand même désastreux. On fait venir de la viande de Nouvelle-Zélande sur 15 000 km dans des sacs d'azote qui sont vendus dans les grandes surfaces comme un mouton frais d'Aix-en-Provence, enfin de la Provence. Euh, voilà. Et puis 30% moins cher, évidemment. Et puis eux, en plus, ils doivent investir contre le loup parce que on est fou au point d'avoir réintroduit le loup partout. La souffrance des brebis déchiquetées, les défenseurs des animaux n'en ont rien à faire. Mais le loup est déifié. Bon, voilà. Et donc, on a un vrai drame, c'est que le loup est en train de se généraliser et un jour, on aura un gamin qui sera mangé par un loup en France. Ça va arriver. On est là aussi dans un délire global. Donc, ils demandent, les éleveurs de brebis ne savent plus comment gérer. Ils ne savent plus comment gérer. Je ne sais pas si vous réalisez. Et les loups aujourd'hui, ce qu'on m'expliquait qui est intéressant, c'est que les loups, en fait, les jeunes loups sont habitués à manger de la viande d'élevage et plus à chasser, puisqu'elle est là. Ils ont un garde-manger. Et donc, tous ceux qui disaient en réintroduisant le loup, on va réguler les sangliers, pas du tout. Ils vont directement dans les fermes se servir. Donc, ça veut dire que, vous voyez, on est dans de l'idéologie. Et l'idéologie est en train de tuer la France. Donc, il faut réagir. Voilà ce que le seul éleveur que j'ai vu, j'en ai vu un autre très sympa, d'éleveur de brebis, de l'Ardèche, qui s'en sort parce qu'il fait ses fromages. Il va vers Laval. Voilà. Mais il n'y a plus beaucoup d'éleveurs au salon de l'agriculture. C'est leur rêve. Plus d'emmerdeurs. Désolé d'être un peu pessimiste. Mais... Non, je comprends, mais justement pour terminer un petit peu cet entretien, quel message est-ce que vous souhaitez faire passer aux agriculteurs qui se sentent ignorés ou déçus par la politique agricole actuelle, et aussi aux citoyens, comment est-ce qu'ils peuvent agir, comment est-ce qu'on peut agir pour aider nos agriculteurs? Alors d'abord, il y a des solutions. Nous avons sur notre site internet Debout la France un projet pour l'agriculture. On a l'argent de la politique agricole. On donne 30 milliards à Bruxelles, on en reçoit 15, dont 9 pour l'agriculture. Donc ces 9 milliards, on pourrait les affecter nous-mêmes directement à nos agriculteurs avec beaucoup plus de simplicité. Premier point. Donc on a l'argent. Deuxième point, on a des agriculteurs et des éleveurs de talent. On a une richesse agricole fabuleuse dans notre pays. Donc on a un atout. Troisième point, il suffit d'alléger un peu les normes et il suffit de mettre des barrières protectionnistes comme font tous les pays du monde et vous allez voir repartir l'agriculture française magnifiquement. Donc je n'ai pas, si vous voulez, ce qui est d'autant plus rageant, c'est que il y a tout pour réussir. Il y a tout pour réussir. Et il faut comprendre la résignation de nos éleveurs et agriculteurs qui sont désespérés parce qu'ils ne comprennent pas comment des responsables politiques peuvent prendre des mesures aussi contraires à nos intérêts. Mais c'est pas eux qui les prennent. Et on revient à la case départ.
Le pays n'est plus gouverné par la ministre de l'Agriculture en matière d'agriculture, mais par le commissaire européen qui n'en a rien à faire et qui obéit à une logique globale, qui est différente. Ce que j'expliquais, envoyé avec un éleveur d'Ardèche, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Finlande n'ont pas les mêmes terroirs, la même diversité, la même richesse que la France, la même densité de population. Donc, ces pays-là n'ont pas besoin de la même agriculture. Ils ont besoin d'une agriculture, subalterne, et puis ils importent tout de grandes puissances agricoles. Nous devons défendre une agriculture de puissance de territoires qui ne sont pas la pampa, qui sont des territoires plus compliqués, ça coûte plus cher. Donc il faut mettre des barrières. Tant qu'on n'aura pas compris ça, on ira dans le mur. Et il y a un pays qui le fait très bien, hein, c'est la Suisse. Pourquoi la Suisse protège ses productions et pas la France? Expliquez-moi. Si, il y a une explication. L'explication, c'est qu'il y a encore un peu de démocratie en Suisse. Oui. Voilà. Et avec les votations. Et que donc les dirigeants suisses peuvent pas faire n'importe quoi. Voilà. C'est pour ça qu'on va y arriver. Et j'ai une vision très pessimiste de ce que j'ai vu, mais en même temps, il y a beaucoup de solutions possibles. On peut rebondir. En tout cas, il y a une richesse de talents agricoles dans notre pays exceptionnelle. Donc il faut les valoriser et les défendre. Monsieur Dupont-Aignan, merci beaucoup. On termine sur ces belles paroles. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on espère vous revoir très prochainement sur Omerta. À bientôt, merci. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à demain pour une nouvelle thématique avec un nouvel invité. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée. À demain!